Bah, cette guerre mettait aux prises les forces armées congolaises à une bande de drogués, notamment de jeunes qui avaient été drogués, qui avaient été soudoyés, notamment corrompus par l'argent, et que lorsque les effets de la drogue s'estomperaient, ces jeunes allaient revenir à la raison. Donc pour Pascal Lissouba, il fallait attendre que finalement ces jeunes reprennent conscience. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, par exemple, lorsqu'il entendra tirer les BM-21, il va demander quelle était cette arme-là. Il va donc demander une fiche technique des BM-21. Et lorsqu'il a lu la fiche technique des BM-21, qu'une seule ogive pouvait détruire l'équivalent d'un terrain de football, il a demandé que ces armes, que tous les BM-21 soient parqués à la présidence de la République et que ceux-ci soient sous son contrôle parce qu'il n'entendait pas qu'on puisse les utiliser contre des civils qui n'étaient pas partie prenante dans cette guerre-là. Alors, donc, revenons donc à cette nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré le président Pascal Lissouba. Est-ce qu'il a, comme ça, réuni son état-major à l'hôtel de Dolizy? Non, il n'y avait vraiment pas d'état-major, il n'y avait pas beaucoup de gens. D'ailleurs, il faut dire que Pascal Lissouba a pratiquement mené cette crise tout seul. Tous ceux qui étaient les grands unitaires, tous ceux que l'on voyait à l'époque, qui, semble-t-il, tiraient les ficelles dans l'ombre de Pascal Lissouba, avaient tous disparu. D'ailleurs, je vous dirais que pratiquement toute la tête de l'UPADS n'était pas à ses côtés. Tous ceux qui avaient des postes de responsabilité, notamment les ministres, n'étaient pas à ses côtés. Le seul ministre, en tout cas le seul ministre qui était au four et au moulin, c'est le ministre Ibala. Le ministre Ibala qui était pratiquement le seul ministre visible, avec bien sûr un autre ministre, mais c'est une dame assez valeureuse, ministre de la communication, la ministre Madame Lipou Massala. Sophie Moukouyo Kimboala, de temps en temps était en train de canaliser les choses, mais autour de Pascal Lissouba, il n'y avait plus tout ce qu'on en avait connu, notamment quand on parlait de la bande de 4 et autres, en dehors bien sûr de Claudine Mounari. Donc Pascal Lissouba a quelques personnes autour de lui, notamment Claudine Mounari qui est là. Il y a Fernand Massala, son attaché, son officier d'ordonnance qui est là. Il y a quelques-uns, mais en tout cas pas vraiment les grosses têtes que l'on avait connues dans le temps. Et donc là, il ne désespère pas. Vous savez que de tout temps, Pascal Lissouba avait refuté le fait qu'il reçoive de l'aide de Savimbi, qui lui, par contre, lui faisait savoir que c'était une situation militaire, que même si il y avait des négociations, notamment des négociations qui se menaient à Libreville et autres, il fallait pour pouvoir peser dans la négociation, avoir une véritable assise militaire. On ne peut pas négocier si l'on n'a rien à faire peser dans la balance, notamment une position militaire. Oui, mais Benoît Bikindou, c'est quand même dans cet hôtel que Pascal Lissouba décroche le téléphone pour appeler Savimbi. Oui, là, quand Pascal Lissouba arrive à Dolizy, il sait que finalement les choses, le vent est en train de tourner en sa défaveur. Il sait que les choses sont en train finalement de se dessiner autrement. Donc il se dit, en désespoir de cause, il faut peut-être accepter la solution Savimbi qu'il a de tout temps refusé. Donc il décroche le téléphone et il appelle Savimbi. Il n'appelle pas par Savimbi, mais il appelle par Malero. Il appelle par Malero et Savimbi lui dit que, et d'ailleurs il y a un secrétaire qui prend les notes, donc il met sur son téléphone satellitaire, il met un certain volume pour que finalement ceux qui sont en train de prendre les notes puissent écouter et prendre les notes. Donc là, Savimbi lui fait quelque peu la leçon, comme quoi il lui a toujours proposé son aide, parce que lui, les Américains qui lui fournissaient en armes et autres et en argent lui ont demandé de tout laisser tomber et qu'il se retrouvait il se retrouvait avec dans ses bras du personnel et du matériel dont il ne savait que faire. Et donc, ce matériel-là, il pouvait le mettre à sa disposition. Et donc, le président Lissouba accepte, ils conviennent d'un plan comme quoi le matériel, tout ce matériel, en tout cas toute cette logistique militaire va arriver sur Dolizy, et de Dolizy, la contre-attaque sera menée, surtout que du côté de Brazzaville, l'on n'a pas demandé un repli total, on a demandé aux troupes de se cantonner après le pont du Doué. Le président Pascal Lissouba donc accepte, et là c'est un regain d'espoir quand même pour nous qui avons reçu des nouvelles alarmantes, en tout cas dans la délégation présidentielle qui est arrivée dans la nuit. On se dit les choses peut-être vont se dessiner autrement. Alors malheureusement les choses ne se dessinent pas autrement puisque les Angolais
finalement prennent à votre insu, occupent donc les places tout à fait stratégiques, les sites tout à fait stratégiques de Pointe-Noire? Alors, il faut dire qu'il y a des choses qui ont été dites, mais il faut recadrer un peu l'histoire. Je crois que le fait que Pointe-Noire ait été sauvée de la guerre ne peut pas être attribué à une seule personne, à un seul belligérant. Je crois que Pascal Lissouba y a été de beaucoup. Pourquoi? Nous sommes donc dans la nuit, aux environs de 1h du matin. Madame Lissouba, qui est aux États-Unis, appelle le président. Et il faut vous dire que ce que j'ai retrouvé pour un homme assez âgé, qui est Pascal Lissouba, pendant près de 3 jours, il n'a pas fermé l'œil. Il est resté debout, en train de travailler, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Nous, on sommeillait, nous, on somnolait, mais lui est resté, en tout cas, sur ses jambes, lui est resté serein, il n'a pas fermé l'œil. Et il n'a même pas pris un verre ou une tasse de café. Peut-être qu'on se serait dit qu'il a pris du café, qu'il lui a donné du tonus, mais en tout cas, il n'avait rien pris, sinon que de l'eau. Et donc, le président Lissouba reçoit le coup de fil de son épouse, qui l'appelle des États-Unis, qui lui dit « Les Angolais sont rentrés dans Pointe-Noire ». Le président dit « Mais moi, je suis à quelques dizaines, sinon centaines de kilomètres de Pointe-Noire. Je ne suis pas au courant, alors que j'y ai beaucoup de monde. Et toi, tu m'apprends que les Angolais sont rentrés dans Pointe-Noire, alors que tu as des milliers de kilomètres. » Elle dit « J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un du secrétariat d'État qui m'a dit que les Angolais sont rentrés à Pointe-Noire. » Est-ce que sur le moment, le président tente d'appeler le Premier ministre Yombi qui est à Pointe-Noire, justement? Alors, le président de la République prend le téléphone, il appelle tous ceux qui sont à Pointe-Noire, qui sont joignables. Il appelle le Premier ministre Yombi, il appelle le ministre Ibala, il appelle tout le monde, mais aucun téléphone ne répond. Et ça nous met vraiment dans une situation d'extrême détresse, parce qu'aucun téléphone ne sonne, aucun téléphone ne répond. Tous les téléphones sont fermés. Et c'est donc le lendemain, bien sûr que nous sommes déjà aux premières heures de la matinée, c'est donc vers 9h du matin, alors qu'il y a un léger crachin. Vous savez que dans le Niari forestier, pratiquement, il y a un climat de pratiquement de quasi-saison sèche avec un petit crachin tout au long de l'année. Et donc, alors qu'il y a un léger crachin, vers 9h, il y a un téléphone qui sonne. Il y a une entrée. Et c'est le ministre Ibala, le président, qui lui dit que les Angolais sont rentrés dans Pointe-Noire. Et là, le président, visiblement, il accuse le coup. Il demande « Et où êtes-vous » Il dit « La plupart d'entre nous sont sur la route du Bakwilou. » Et le président demande donc la situation militaire de la ville de Pointe-Noire. Il dit « Les Angolais occupent quelle position ?» Et là, le ministre Ibala lui dit « Les Angolais occupent le port, ils occupent l'aéroport, ils occupent le terminal pétrolier. » Et le président demande « Et le terminal pétrolier ?» Il dit « Les Angolais occupent le terminal pétrolier de Njeno et ils occupent tous les points stratégiques. » Et le président lui de dire « Quelle est la position de nos troupes ?» Et le ministre Ibala lui dit « Nos troupes les plus avancées sont au rond-point Lumumba. » Le président prend un temps de réflexion et il dit « Tout le monde, tous les Congolais qui le pouvaient, sont allés se réfugier à Pointe-Noire. En ce moment, à Pointe-Noire, il y a plus d'1 million d'habitants. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'emmener la guerre dans Pointe-Noire. Même les générations futures ne nous le pardonneront pas. Il faut savoir perdre. Démobiliser la troupe, cesser le combat. Nous avons perdu la guerre. Eh bien, c'était donc un témoignage inédit de Benoît Bikindou, ancien journaliste à la presse présidentielle sous le mandat de Pascal Lissouba, l'ex-chef de l'État congolais. En tout cas, Benoît a été l'un des rares journalistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, à assister aux derniers jours de Pascal Lissouba avant son départ en exil.